Présidentielle 2022, boycott contre candidature. Conférence du MCP. Les propositions de RIC, de constitution, d'annulation de la dette, enfin, toutes les propositions qui sont sur le tapis, justifiées, indispensables, etc., ne seront jamais obtenues dans le cadre du système. C'est ma conviction profonde aujourd'hui. Les classes dominantes n'ont aucun, d'abord, ne sont pas confrontées à une pression suffisante, et on ne voit pas comment cette pression peut être organisée, et elles ne céderont jamais, notamment sur le RIC, on ne voit pas pourquoi les classes dominantes accepteraient le RIC, qui serait une façon pour elles de scier la branche sur laquelle elles sont assises. Il y en a plein qui le proposent quand même dans leur programme politique. Oui, c'est pour récolter des voix, mais plein, je demande à voir. Monsieur Nikonov, en ce qui concerne la pression mise sur les élus, le CLIC, Comité de liaison pour l'initiative citoyenne, propose une opération dont le degré de succès est mesurable de façon indiscutable par tout le monde. Et elle peut être lancée très simplement, sans aucun risque physique, et dans la paix sociale. Cette opération est de plus compatible avec les restrictions de déplacement enregistrées par la Covid-19. Il suffirait que des centaines de milliers de citoyens mettent à leurs fenêtres, balcons ou portails un drapeau artisanal blanc, pas jaune, ni vert, ni rouge, ni bleu, mais blanc, car non partisan, avec RIC en très gros. La pression devrait être efficace, car la mise aux fenêtres des drapeaux serait accompagnée de la menace que si dans les 3 mois l'instauration du RIC dans la Constitution n'était pas lancée, les citoyens seront invités à aller brandir leurs drapeaux tous les vendredis soirs, de 18 à 19 heures, devant leur mairie, jusqu'à avoir obtenu satisfaction. Cela n'est pas utopique. En effet, en 2018, avant les Gilets jaunes, j'ai questionné les habitants de 100 petites villages jumelées d'un grand lotissement de ma commune sur leur éventuelle participation à ces manifestations hebdomadaires. 8% ont signé oui, 10% peut-être. Sur 50 millions d'adultes, cela ferait 4 millions de oui et 5 millions de peut-être. Sur le refus absolu du RIC par les élus, contrairement à ce que vous dites, monsieur Nikonov, le RIC constituant, introduit dans la Constitution par une modification de son article 89, suffirait à mettre fin à notre impuissance politique. J'écarte donc le boycott de la présidentielle et j'appelle à voter pour Clara Egger, la courageuse et jeune candidate citoyenne, dont l'unique programme est justement cette réforme de l'article 89, élargissant aux citoyens l'initiative de la révision de la Constitution. Mais, contrairement à votre intime conviction, je pense que les chances d'obtenir cette révision constitutionnelle du pouvoir en place avant 2022 sont bien plus grandes que celles de gagner la présidentielle ou de vous voir en 2022 avec l'écharpe tricolore de député. En effet, votre parabole forestière est tout à fait excessive, je vais vous le démontrer. Élire des représentants à tous les niveaux territoriaux est indispensable pour faire le boulot que plus de 95% des Français ne veulent surtout pas faire. Il est facile de prouver aux citoyens anti-RIC inquiets et aux élus que le RIC n'est pas l'arrêt de mort de la démocratie représentative à laquelle je suis très attaché. En effet, en Suisse, qui en dispose depuis un siècle et demi, sur les 10 dernières années, de 2011 à 2020, voilà les chiffres. Seulement 4 lois d'initiative citoyenne ont été adoptées, 8 lois ont été rejetées, ainsi que 2 projets gouvernementaux devant obligatoirement être soumis à référendum. Et cela avec un seuil de signature requis faible, 2% pour une initiative, 1% pour abroger une loi. Pour terminer, si ce RIC vous intéressait véritablement, vous auriez dû voir qu'en 2017, 7 candidats sur 11 avaient le RIC dans un coin de leur programme. Même si ce n'était qu'un alibi pour tenter de récolter des voix, je suis là-dessus 100% d'accord avec vous. Si on veut le RIC, si on veut une constituante, si on veut l'annulation de la dette, si on veut régler les problèmes sociaux, environnementaux, il faut prendre le pouvoir. Voilà, ça doit être la ligne fondamentale, stratégique que nous devons suivre. Comment fait-on pour prendre le pouvoir ? Là-dessus, il y a 2 façons. C'est l'articulation entre des moments de mobilisation populaire et des moments électoraux. Il faut que ça s'articule, il ne faut pas opposer l'un et l'autre.
Et puis j'ajouterai deux éléments encore, plus très rapidement, pour caractériser la situation actuelle, c'est que les oppositions sont hors jeu, toutes les oppositions. Monsieur Nikonov, votre raisonnement est ici très dur à suivre. Vous affirmez que les citoyens doivent prendre le pouvoir, mais vous appelez au boycott de la présidentielle, alors que depuis le quinquennat, ceux qui sont arrivés au pouvoir ont toujours commencé par gagner la présidentielle. Donc, ne privez pas les citoyens de la chance de présenter un candidat du RIC constituant à cette présidentielle qui est la plus suivie par les Français et garantit aux candidats parrainés un accès aux grands médias de masse. Cet accès permettait de faire la promo du RIC constituant et pour les législatives, cela ferait gagner des voix aux mouvements qui, comme Espoir RIC, défendent cette réforme constitutionnelle. Avec cette possibilité de toucher 1,42 € par an sur 5 ans, si le parti dépasse 1% dans 50 circonscriptions. Il est honnête de reconnaître, ce 12 janvier 2021, que les chances d'obtenir 500 parrainages sont très limitées. Avec plus de 1800 communes, de moins de 500 habitants, dont les maires sont très souvent sans étiquette politique, 500 parrainages, c'est moins de 4%. Et il reste encore 17 000 autres communes, donc tout dépendra du nombre de citoyens motivés par cette recherche que l'on peut qualifier de fondamentale. S'il est aujourd'hui incertain d'obtenir cet objectif difficile, il ne fait en revanche aucun doute que toute l'énergie fournie par les militants conscients de cette difficulté de la tâche ne peut que faire progresser la cause du RIC constituant, sans lequel il n'y a pas de véritable démocratie, et cela, quel que soit le nombre de parrainages recueillis. De mon point de vue, l'élection présidentielle est déjà jouée. Macron sera réélu. Ça ne fait strictement aucun doute. Pourquoi ? Parce que nous sommes, et il faudra en parler, de l'élection du système présidentialiste, parce que le système présidentialiste est organisé désormais de telle manière que tout converge pour mettre en place au deuxième tour un représentant de l'oligarchie, que l'oligarchie désigne, ce qui fait que Macron, aujourd'hui, a toutes les chances d'être élu. Parce que Marine Le Pen ne sera jamais élue. Enfin, la probabilité que Marine Le Pen soit élue président de la République est infime. Ce qui est étonnant, c'est que des tas de gens croient l'inverse. Ça leur fait peur, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Pourquoi elle ne peut pas être élue ? Enfin, on ne peut jamais dire de façon absolue, mais pourquoi la probabilité est extrêmement faible ? Parce qu'elle n'a pas de réserve de voix. Enfin, c'est quand même élémentaire. Monsieur Nikonov, vous faites une analyse des élections qui n'est qu'un constat de ce qui s'est réalisé plusieurs fois. Mais cela devrait vous inciter à mettre une pression démocratique sur le pouvoir en place pour lui arracher le RIC constituant avant 2022. Il faut donc réfléchir à cette configuration et nous en tirons la conclusion suivante: ne pas entrer dans le piège de la présidentielle, boycotter la présidentielle ou voter blanc, abstention ou vote blanc, parce qu'on ne peut que perdre à l'occasion de cette élection. En revanche, mobiliser à fond pour les législatives en présentant des candidats constituants, en s'appuyant sur les abstentionnistes. Et je pense qu'on aura l'occasion de reparler des abstentionnistes. Ce sont peut-être les abstentionnistes, une grande partie d'entre eux, qui font preuve de la plus grande lucidité politique, contrairement aux insultes dont ils sont l'objet. Monsieur Nikonov, vous venez de constater au fil des présidentielles le report des voix de second tour de l'oligarchie sur son candidat protéiforme. Mais vous ne prenez pas en compte le fait tout aussi patent que les législatives ont toujours été gagnées par celui qui a gagné la présidentielle. Cela est logique. Les Français cartésiens, favorables à 90% à l'élection du président au suffrage universel, ne veulent pas le transformer en soliveau dans une cohabitation. Les législatives sont donc encore moins gagnables que la présidentielle. Il faut que vos candidats députés aient rédigé avec précision leur projet de constitution et que les citoyens croient à leurs promesses. C'est donc pas gagné. Contrairement à votre intime conviction, je pense que la possibilité de voir le pouvoir en place céder est loin d'être négligeable.
Les élus suisses ne sont pas, que je sache, des esclaves malheureux. J'ai expliqué comment une pression populaire pacifique peut assez facilement être mise. Les démocrates doivent jouer toutes les cartes, y compris celle de la présidentielle. Je crois peu à la capacité d'un appel au boycott et à l'abstention à fonctionner. Parce que historiquement, l'élection présidentielle, c'est celle qui a le moins d'abstention, même s'il y a pu y en avoir beaucoup lors des seconds tours face à Le Pen, où effectivement il y avait de la démobilisation. Mais dans l'ensemble, c'est l'élection que les Français préfèrent. Ils savent que c'est la plus déterminante, même si tout le pouvoir est parti ailleurs, à Washington, à Bruxelles, à Francfort, où vous voulez, mais en tout cas plus à Paris. Mais ça reste pour les Français l'élection clé. Ils ont compris que c'était de là que découlaient beaucoup de choses, même à tort ou à raison. Même si c'est une mauvaise chose de tout baser comme ça sur l'élection présidentielle de notre pays, mais il a une histoire. Il y a beaucoup de gens qui sont à la fois démocrates et césaristes dans ce pays. Ils attendent qu'un homme providentiel leur apporte la démocratie. Il y en a plein, ça existe. Il y en a qui attendent l'homme providentiel tout court, démocratie ou pas. C'est un peu un trait de... Voilà, quand on étudie l'histoire de notre pays, c'est l'histoire des grands hommes. Voilà. Donc, avec le pays qu'on a, de toute façon, c'est très compliqué. Cette analyse est tout à fait juste. En matière électorale, les choses bougent très lentement et à ce jour, on peut penser que l'abstention progressera un peu. L'appel au boycott, qui ne sera pas relayé par les médias, n'aura d'effet qu'à la marge. Alors soutenons une candidature à la candidature qui pourrait devenir officielle et qui propose rien de moins que la première République citoyenne. Les présidents ont pu faire, notamment De Gaulle, ils ont pu le faire quand la France était souveraine. La France ne l'est plus. Et donc le président de la République, finalement, est obligé de se couler dans le moule du système européen et ne conserve que des pouvoirs politiciens, nomination. Et je garde, moi, un seul de ces pouvoirs, c'est le pouvoir de déclencher l'article 11, le référendum. Parce que s'il y a une raison d'avoir un candidat à la présidentielle, c'est celle-là, c'est la seule, à mon avis. C'est pour ça que je ne ferme pas la porte, pas du tout, à une candidature à la présidentielle, dans des conditions extrêmement détaillées. Je ne sais pas si j'aurai le temps de dire quelques mots là-dessus, mais ce sera diffusé. Mais en tout cas, un président est intéressant si nous obtenons, une candidature à la présidence est intéressante, si nous obtenons un candidat constituant, si nous obtenons des engagements de sa part d'utiliser le seul pouvoir intéressant dans cette affaire, qui est son pouvoir de référendum par l'article 11. Problème, c'est que l'article 11 ne prévoit pas le référendum constituant, de révision de la Constitution. Sauf que De Gaulle, en 1962, quand il convoque un référendum pour l'élection du président au suffrage universel, utilise l'article 11. Ça a suscité toute une polémique juridique. Il a fait un petit coup de force, mais il l'a fait. Donc il y a peut-être une jurisprudence sur laquelle on peut s'appuyer. Je passe les détails. Mais en tout cas, oui, il y a un intérêt uniquement, à mon avis, là-dessus. Excellente nouvelle, mais alors, Monsieur Nikonov, retirez votre appel au boycott de la présidentielle et soutenez Clara Aguerre, puisque grâce au RIC constituant, vous pourrez soumettre à référendum la Constitution rédigée dans l'allégresse par 577 comités constituants, dont certains, nous dites-vous, sont déjà à l'ouvrage. On peut parfaitement organiser rapidement ce système avec des députés constituants, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se mettre d'accord sur un programme législatif dont d'ailleurs on aurait du mal à mettre en œuvre, puisque toutes les choses intéressantes seraient interdites par les traités européens. Il faut donc que ces candidats constituants se mettent d'accord sur quelques points autour de la révision de la Constitution. C'est essentiel, et notamment le référendum, des référendums. On y reviendra certainement. Monsieur Nikonov, réunir 577 comités locaux constituants, suffisamment garnis pour choisir leur candidat, son suppléant et le mandataire financier, me semble très ambitieux. Et si ces comités commencent à avoir un certain succès,
l'entrisme s'en donnerait à cœur joie. Mais admettons que les 577 comités locaux fixent les grandes lignes de la constitution de leurs rêves. On ne voit pas bien comment ils pourraient gagner les législatives pour gouverner la France pendant 5 ans sans avoir un programme complet de politique générale. Plein de belles promesses. Le parti du président aura donc, grâce à votre appel au boycott, un boulevard encore un peu plus grand devant lui. De plus, les Français qui voudraient bien maîtriser leur destin collectif grâce au RIC en toute matière, vous feront remarquer qu'en cas de succès aux législatives, d'abord vos députés, bien marqués à gauche et avec sortie de l'Union européenne, ne pourront pas mettre en place leurs promesses de réforme institutionnelle, puisque cela nécessite un vote dans les mêmes termes de leur texte par le Sénat. Ensuite, ils devront se mettre au boulot pour construire et voter le budget de la France, et 1 an après, le président risque fort de dissoudre l'Assemblée nationale. Cette perspective ne semble pas très motivante pour les abstentionnistes, qui logiquement devraient vous reprocher de ne pas avoir eu de candidat à la présidentielle pour disposer du référendum de l'article 11, dont vous avez reconnu l'intérêt, confirmé par une double jurisprudence du Conseil constitutionnel. En 1962, pour l'élection du président au suffrage universel direct, et en 1969, pour la régionalisation et la réforme du Sénat. En matière d'emploi, dans le cadre du GOUV, j'ai travaillé sur le droit opposable à l'emploi. C'est la même chose. Comment oblige-t-on l'État à résoudre le problème de l'emploi, c'est-à-dire à devenir employeur en dernier ressort? L'État protecteur et toutes les questions liées à la sécurité, aux questions sociales, environnementales, doivent être présentées de cette manière-là, de mon point de vue, si on veut gagner. Si on parle de droit, de constitution, d'institution, ça va emmerder tout le monde. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Jacques. Formule une question, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Enfin, cette manière de présenter des candidats constituants aux législatives, oui, ça peut être une manière de poser des grands principes sans rentrer dans des détails programmatiques et d'essayer d'être le moins clivant possible. Monsieur Nikonov, le préambule de la Constitution est en effet un catalogue de belles paroles. On y trouve par exemple le préambule de la Constitution de 1946, avec ce paragraphe 5 que je cite. « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un travail. » Mais cela n'a bien sûr jamais donné de travail à quelqu'un. Pour gagner les législatives, monsieur Nikonov, vous voulez appliquer la formule « plus c'est gros, plus ça passe » et promettre que l'État sera l'employeur en dernier ressort qui donnera un emploi à plus de 3 millions de chômeurs. Il va falloir en faire payer des riches et peut-être même aller chercher manu militari ceux qui sont partis. De même, écrire dans une constitution qu'en matière d'environnement, l'État a une obligation d'agir, cela ne veut rien dire et ne servirait donc évidemment à rien, contrairement au RIC en toute matière. Le système est intégralement bloqué. C'est pour ça que moi, sans prôner le soulèvement, puisque c'est interdit, je l'attends et je ne vois que ça comme solution. Est-ce qu'il arrivera avant l'élection présidentielle? C'est pas certain, puisque les Français sont un peuple très politisé, donc quand on lui propose un événement pareil, il va se mettre dedans. Et là, ça commence, tu l'as déjà dit, les choses se mettent en ordre de marche. Monsieur Grimal, vous n'appelez pas, et c'est prudent, au soulèvement que vous souhaitez, mais êtes-vous bien certain qu'il donnerait aux citoyens l'initiative de la révision de la Constitution et, comme en Suisse, une certaine prospérité? 10 ans après le soulèvement tunisien, on peut en douter. Vous estimez en tout cas, et pour moi fort justement, que le soulèvement n'aura pas lieu avant la présidentielle, car les citoyens, comme vous dites, vont se mettre dedans. Je l'espère, et j'espère que ce sera pour la bonne cause, celle du RIC constituant. Mais, puisque vous ne semblez pas convaincus par le boycott, appelez clairement les Français à soutenir Cléra Heger, la candidate apartisane du RIC constituant, pour que sa proposition bénéficie de la formidable couverture médiatique qui encourt la présidentielle. C'est une occasion quinquennale à ne pas manquer. De nombreux collectifs se créent ou s'animent en appelant bien sûr tous au groupement. Mais la seule et unique revendication qui permettrait ce groupement est le RIC constituant, qui en élargissant aux citoyens l'initiative de la révision de la Constitution, leur donne en réalité la méprise totale de leur destin collectif. Tout démocrate doit soutenir tout candidat proposant cette réforme de façon crédible.
Du coup, c'est intéressant de voir qu'on a commencé par parler de l'élection présidentielle, où on a dit c'est bouché, n'y allons pas, mais allons à l'élection législative. Et là, plus on discute, plus on dit en fait, l'élection législative, c'est bouché, n'y allons pas. Moi, je dis pas ça, moi. Du coup, tu vois, lui, il a une vision assez bouchée des élections législatives. Alors, toi, qu'est-ce que tu ce dis n'est pas là-dessus? faux. Cette analyse est tout à fait pertinente. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut contourner le problème? Je pense que oui, on peut le contourner. Toi, tu veux pirater l'élection législative, en quelque sorte. Oui, T'es un hacker. oui, détourner l'élection législative en la transformant en élection constituante, en quelque sorte. Mais avec quel espace médiatique? Alors, Ouais, c'est ça, avec il quelle n'y aura force pas d'espace médiatique, militante, ça, ouais. faut pas rêver. Les gens vont être focalisés sur l'élection présidentielle, on est Oui, d'accord? oui, mais Ça va prendre tout l'espace, non. tout. Monsieur Nikonov, Monsieur Grimal a tout à fait raison. Vous niez l'évidence. La présidentielle va occuper tous les médias. Malgré le Covid-19, les questions sur les candidatures sont déjà posées. Donc si on veut être entendu, il faut absolument se mettre sous les projecteurs de cette présidentielle. L'élection du président au suffrage universel direct est entrée dans la Constitution en 1962 par la voie d'un référendum lancé par le général de Gaulle sur le fondement de l'article 11 qui pourtant ne prévoit pas le domaine constitutionnel. Certains constitutionnalistes ont donc contesté ce référendum, mais le Conseil constitutionnel n'a pas invalidé le résultat. On le voit donc très mal invalider la révision de l'article 89, alors que le président aurait été élu sur cet unique engagement. Une candidate courageuse et compétente, Clara Heger, présentant cet unique programme, aura accès aux grands médias de masse et pourra faire appel aux promesses de parrainage. Le dernier élément, c'est que, en effet, le système est bloqué, le système politique. Mais ces comités locaux constituants, ils doivent impérativement se fédérer à l'échelle nationale dans une assemblée nationale constituante d'initiative populaire. C'est-à-dire un corps représentatif des comités locaux constituants, totalement indépendant, imperméable aux pressions extérieures, et qui sera l'instrument de la légitimité aux élections présidentielles. Si on obtient plus de voix totales des abstentions et des blancs par rapport au nombre de voix du président sortant, l'Assemblée nationale constituante d'initiative populaire, elle est l'organe légitime de la nation. Et elle peut prendre des initiatives hors électorales, dans un moment populaire qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, surtout si, aux élections législatives, il y a eu des bons scores. Je ne crois pas qu'on obtienne la majorité aux législatives, soyons clairs. Mais on peut avoir un poids politique significatif pour l'avenir. C'est une bataille, une première bataille. Et on peut éventuellement avoir quelques élus. C'est ce qui paraît le plus réaliste. Monsieur Nikonov, il semble que vous êtes un peu optimiste en annonçant à vos candidats et surtout à vos électeurs potentiels qu'ils pourraient avoir quelques élus. Je vous rappelle en effet que candidat en 2012 dans la 3e circonscription du Var, vous avez obtenu 0,29% des suffrages exprimés, soit 83 fois moins que le candidat FN et surtout 130 fois moins que l'élu UMP. Cependant, ayant personnellement fait 0,17 en 2002, la seule fois où j'ai mis les bulletins, je ne peux qu'être admiratif. Espoir RIC ne bercera pas ses candidats et électeurs potentiels de l'illusion d'avoir des élus. C'est prendre les Français pour des enfants en bas âge qui ne sont pas. Je rappelle pour info que l'UPR n'a dépassé 1% des suffrages exprimés que dans 39 circonscriptions sur 577. Or, pour obtenir chaque année, pendant 5 ans, 1,42 € d'argent public par voie obtenue, il faut que 50 candidats aient dépassé 1% dans au moins 30 circonscriptions. Si, nettement plus de 50 candidats Espoir RIC, ou rattachés administrativement à lui, comme on dit, sont prêts à financer l'impression de bulletins et profession de foi, être 50 à dépasser 1% n'est pas hors de portée. Nos amis du parti animaliste ont largement dépassé ce seuil en 2017. Je dis nos amis car ils avaient le RIC dans leur programme. Ils ont compris qu'attendre l'initiative d'un référendum en faveur des animaux de 185 parlementaires est illusoire. La procédure lancée de référendum d'initiative parlementaire
mensongèrement nommée d'initiative partagée, commence par le dépôt de la proposition de loi par 185 parlementaires. Or, le compteur est bloqué depuis des mois à 146. La procédure ne sera pas lancée, et d'ailleurs le serait-elle qu'à la fin, la majorité peut écarter le référendum par un simple examen du texte par les deux assemblées. Ce qui risque d'être pris sur TF1 et sur BFM, c'est qu'avec une campagne faite par, on va dire, nos milieux, dans nos milieux, on va effectivement s'adresser à des gens qui sont déjà abstentionnistes, à d'autres qui s'apprêtaient à le devenir et qui vont le devenir vraiment, mais aussi à pas mal de gens qui s'apprêtaient sinon à voter par défaut pour Mélenchon, par défaut pour Marine Le Pen, par défaut. Et donc en fait, avec une stratégie comme ça, on n'assèche pas du tout Macron. Du coup, on assèche les autres et on fait monter son score relatif. Et c'est ce score qui va être affiché partout. Et pendant que nos milieux underground diront « Vous avez vu comment on l'a délégitimé ?» À la télé, il plastonnera parce qu'à sa première élection, il avait fait 24, à la deuxième, il aura fait 27. Et comment on se sort de ça ? Comment on mène cette contre-propagande ? On n'a pas du tout les mêmes armes. Monsieur Grimal, votre démonstration est imparable. La progression du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par Monsieur Macron sera le chiffre le plus matraqué par les médias. L'abstention lui rend donc service. L'esprit du temps, c'est le changement de régime politique. Ça va bien au-delà du RIC constituant. Le RIC constituant ou pas d'ailleurs. Mais c'est un élément central. Évidemment, je suis parmi ceux qui défendent ce point de vue. Mais ça ne peut pas être un élément unique, voire obsessionnel. Non, il faut intégrer ça dans une stratégie globale. Sinon, les gens ne vont pas... Qui a entendu parler du RIC dans la population ? Alors vous allez me dire, c'est pas une raison pour ne pas le faire. Ben, bien sûr, c'est pas une raison, mais c'est trop réduit. Il faut intégrer le RIC dans une dimension plus grande. Constitution de transition, je sais pas ce que c'est, où il y a une constitution, où il y en a pas. Je veux dire, c'est tout. Aujourd'hui, on a une constitution, il en faut une autre, et ben on en fait une autre, point barre. Il n'y a pas besoin d'une transition. Monsieur Nikonov, on peut penser que les 83% de Français qui ont répondu oui à la question « Êtes-vous favorable au référendum d'initiative citoyenne » posé par l'Europe en avril 2017 en avaient quand même entendu parler. Et surtout, il ne faut pas insérer le RIC dans un ensemble économico-institutionnel qui pourrait être un repoussoir. Je ne suis pas persuadé que le fruit du travail des comités locaux constituants partisans que vous avez commencé à mettre en place obtiendrait la majorité lors du référendum de validation. Le RIC constituant, qui consacre le droit des citoyens à disposer eux aussi de l'initiative de la révision de la Constitution, se suffit à lui-même. Je fais entière confiance au peuple pour en faire bon usage, en commençant par se doter d'institutions démocratiques dignes de ce qui sera non pas la 6e République, mais bien la première République citoyenne. Alors appelez à soutenir Clara Haguer, dont l'unique proposition vous permettrait de soumettre directement à référendum la Constitution élaborée dans l'allégresse par votre Chambre nationale des comités locaux constituants, même si vous n'avez obtenu que quelques députés, voire pas du tout. Et surtout, la médiatisation du RIC constituant par Clara Haguer pourrait inciter les 4 candidats en tête dans les sondages à reprendre son engagement pour gagner quelques pourcents et passer dans le duo de tête. Et, pour sauver la sienne, il n'est pas interdit d'envisager qu'Emmanuel Macron puisse, lui, lancer le référendum sur l'article 11, puisque lui ne pourrait pas simplement le promettre, puisqu'il est à la barre. Question suivante. Oui, alors c'est une question d'Yvan Bachot, qui était spécialement dédicacé, Jacques. Voilà. Donc, ne pensez-vous pas que cet appel au boycott porte un double préjudice ? À 1, une occasion unique de médiatiser le RIC, et 2, de porter préjudice donc aux candidats et candidates qui proposent simplement de mettre fin à notre impuissance politique. Yvan cite notamment Clara Haguer avec Espoir RIC. Non, pas du tout. C'est exactement le contraire, parce que le RIC n'a de chance de voir le jour qu'inséré dans un ensemble plus vaste.
Donc, toute action politique qui se limiterait à un objet réduit comme le RIC, même si l'ampleur du RIC est colossale, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle la classe dominante ne veut pas mettre en œuvre le RIC. Et pour que le RIC soit mis en œuvre, il faut prendre le pouvoir. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais prendre le pouvoir ne se fait pas sur un objet limité. Ça se fait, la prise du pouvoir se fait pour réorganiser le système politique. Il faut donc, pour l'avenir du RIC, insérer le RIC dans une stratégie plus globale de réorganisation de la démocratie dans notre pays, réorganisation du régime politique. C'est comme ça que l'on va mettre en valeur le RIC, mais le RIC est un moyen, ça n'est pas un objectif en soi, c'est un objectif, c'est un moyen pour restaurer la souveraineté du peuple. Et ça fait partie d'une gamme d'instruments. Il y a d'autres instruments. Par exemple, nous travaillons sur l'idée d'un référendum annuel à questions multiples, c'est-à-dire il y aura un référendum tous les ans, comme c'est le cas dans certains pays déjà, dont plusieurs RIC chaque année, 2, 3 RIC, des RIC nationaux, des RIC régionaux, départementaux, communaux. Et puis, peu à la Suisse, quoi. Oui, tout à fait. Et puis, il y aurait un référendum sur les lois de finances. Il y aurait un référendum sur les lois de financement de la sécurité sociale, sur la ratification des traités internationaux à dimension stratégique, sur les lois de programmation. Oui, donc il y a matière à insérer, à réfléchir à tous les instruments permettant de restaurer la souveraineté du peuple. Monsieur Nikonov, le RIC constituant se suffit à lui-même. Il ne faut surtout pas l'insérer dans quelque chose. Il faut gagner la présidentielle et utiliser le référendum de l'article 11 déjà évoqué. Cela ne risque pas de arriver à votre parti, puisque vous ne présentez pas de candidat, et pour gagner, c'est comme au loto, il faut avoir participé. Plus sérieusement, Monsieur Nikonov, comment pouvez-vous qualifier le RIC constituant d'objet limité alors qu'il suffit à mettre fin à notre impuissance politique? Les collectifs de citoyens qui ont déjà des projets complets de nouveaux régimes politiques apprécieront. Vous affirmez que le RIC constituant fait partie d'une gamme d'instruments, mais vous n'en citez aucun, et pour cause. En réalité, vous avez un rejet viscéral de la notion, pourtant démocratique, d'initiative citoyenne. Vous en avez déjà apporté la preuve aux adhérents d'Attac quand vous étiez président dans les années 2000, j'y reviendrai. Mais vous ne vous rendez même pas compte que vous présentez des RIC, ce qui n'est en réalité que des promesses de référendum obligatoires. J'ai cru entendre Philippe de Villiers, candidat en son temps à la présidentielle, qui avait déclaré péremptoire à la télévision « Si je suis élu, je lancerai un référendum d'initiative citoyenne, je ne sais plus sur quel sujet. » En fait, pour réduire le chômage, vous proposez aux Français un travail bénévole à temps plein de conseiller municipal, départemental, régional et de député. C'est du cumul. Mais monsieur Nikonov, il faut vous mettre dans la tête que probablement 95% des Français ne veulent surtout pas de ces jobs, même à un seul niveau territorial. En revanche, ils sont plus de 80% à vouloir, en cas de besoin ressenti comme impérieux par bon nombre d'entre eux, pouvoir imposer un référendum pour mettre un veto à toute décision d'une assemblée délibérante ou soumettre une proposition citoyenne alternative à l'arbitrage de la population concernée. De plus, vous oubliez de dire aux Français que même si votre parti, Dynamique citoyenne constituante, gagnait les législatives, elle ne pourrait pas mettre en place les institutions qu'elle propose par l'article 89 en vigueur, ne disposant pas de la majorité au Sénat. Juste une petite anecdote. La première fois que je suis allé en Suisse, j'étais relativement jeune et ils s'apprêtaient à voter tous pour savoir quoi faire d'une partie de stock d'or de leur banque centrale. Donc c'était quand même une question super précise. Et mes copains qui avaient 19 ans à l'époque se renseignaient sur le stock d'or de la banque centrale, combien il y a, pourquoi faire, où est-ce que c'est censé aller, est-ce qu'on va voter oui ou est-ce qu'on va voter non. C'est vachement intéressant. Maintenant, voilà, toi tu dis il faut prendre le pouvoir pour appliquer ça, et c'est totalement vrai. Maintenant, on n'en est pas à avoir défini pour le moment quelque chose qui nous permet de le prendre effectivement. Mais en attendant, ça ne nous empêche pas de jouer le jeu et de montrer
par l'exemple ou par l'absurde, l'intérêt de toutes ces démarches, en organisant des RIC locaux multiples, à tous les échelons, sur tous les sujets, en piratant totalement les circuits officiels, en organisant nous-mêmes les bureaux de vote à condition que ce soit sérieux. On peut même imaginer si beaucoup d'associations se mettaient ensemble avec un maillage territorial très important, pourquoi pas organiser un grand RIC national à l'échelle du pays. Alors la question serait qui choisit la question, qui écrit la question, comment. Bon, on n'est pas encore sorti d'affaire, mais on pourrait imaginer ça. Monsieur Grimal, il n'y a pas besoin de l'imaginer, cela a déjà été réalisé par plusieurs associations et collectifs, au niveau non pas d'une commune, mais d'un bureau de vote ou d'un échantillon tiré au sort, ou en tout cas un échantillon circonscrit de la population. Par exemple, dans un scrutin contrôlé par un huissier, organisé sur le bureau de vote numéro 3 de Saint-Clair-du-Rhône en 2018, la question « Êtes-vous favorable au référendum d'initiative citoyenne en toute matière ?» Oui, non, blanc, a recueilli une dizaine de voix de plus que la députée La République En Marche sur ce bureau de vote en 2017. Il a été également procédé à des votes à bulletins secrets, mais à domicile, ce qui est plus adapté à cette période de Covid-19. Il faut espérer que Espoir RIC aura rapidement des militants motivés pour en réaliser dans l'intérêt du RIC et donc de la véritable démocratie avec le pouvoir Kratos au peuple Démos. On pourrait imaginer de saturer le système des RIP, le faux RIC que nous a donné Hollande, où on doit d'abord avoir l'accord des députés, mais on pourrait tout à fait imaginer plein de questions et qu'une structure aille faire du lobbying auprès des députés pour essayer d'imposer un maximum de RIP en leur bourrant le mou et en les lâchant jamais, en ayant plein de questions qui sont consensuelles, qui sont des bonnes idées, qui coûtent pas cher, des trucs où ils sont obligés de dire oui pour essayer de générer un maximum de RIP, pour montrer là pour le coup par l'absurde que cette procédure ne fonctionne pas. Donc il y a plein de choses à faire ici et maintenant déjà pour alerter la population. Maintenant, pour en revenir à la question de départ de ce débat, est-ce qu'on est dans les temps pour 2022 Ouais. Pas de grand clair pour dire non, quoi. Monsieur Grimal, ce n'est pas en multipliant les questions consensuelles aux parlementaires que vous pourrez saturer la procédure mensongèrement nommée référendum d'initiative partagée. Tout commence en effet par le dépôt d'une véritable proposition de loi sur le bureau d'une des deux assemblées. Cette procédure est exclusivement d'initiative parlementaire. Au moins 185 d'entre eux doivent déposer une proposition de loi qui, après contrôle du constitutionnel, doit être soutenue en ligne par 10% des inscrits, soit plus de 4,7 millions. Mais je rappelle que malgré ce soutien imposant, le référendum peut être écarté par un simple examen du texte par les deux assemblées. Il suffit de lire l'article 11 pour le constater. Sur le fond, il faut savoir que tous les parlementaires d'opposition ne veulent surtout pas abroger les lois mauvaises, car plus la majorité est mécontente de gens, plus leurs chances d'emporter la présidentielle, ou au moins d'y faire leur pub pour les législatives, sont grandes. C'est leur seule préoccupation de professionnels de la politique. La procédure lancée en faveur des animaux plafonne depuis des mois à 146 signatures et n'atteindra très probablement pas les 185 signataires et ne sera donc pas officiellement lancée. Espérons que les initiateurs de cette opération sympathique comprendront que le RIC en toute matière est leur unique chance contre les lobbies agricoles et financiers et feront campagne pour le RIC. Sur votre conclusion réaliste, je suis d'accord avec vous, M. Grimal, il est bien sûr exclu qu'un candidat citoyen ayant comme base de programme le RIC en toute matière, et donc le RIC constitutionnel, puisse gagner un siège de député. Mais les Français ont besoin de vérité et de logique, et on peut espérer que certains des 57% d'abstentionnistes de 2017 voteront pour les candidats d'Espoir RIC si l'information circule, bien sûr. Sur la candidature courageuse de Clara Egger, le premier objectif de son équipe de campagne est d'obtenir 500 parrainages. Il est très ambitieux et nous verrons au fil des mois s'il est atteignable. Cela dépend essentiellement du nombre d'heures qui sera globalement consacré à la recherche de parrainage. Un appel à volontaires a été lancé. Le second objectif, si sa candidature à la candidature est validée par le Conseil constitutionnel, sera surtout de faire la promotion du RIC en toute matière pour les candidats aux législatives d'Espoir RIC et se rattacher administrativement à eux, comme on dit
selon la formule consacrée. L'objectif étant de dépasser 1% dans au moins 50 circonscriptions pour obtenir 1,42 € par voix obtenue qui seront équitablement restitués aux candidats. Alors, vous avez insisté sur la nécessité stratégique de prendre le pouvoir. Il y a Christiana et Marcel qui s'interrogent. Comment envisager de changer quelque chose dans un système politique dont les règles du jeu sont dévoyées? Qui veut commencer? C'est la question de philosophie politique de base. Comment fait-on pour changer les choses? Puisque pour la deuxième partie de la phrase, les systèmes politiques ont quand même été assez souvent dévoyés un peu partout sur la planète. Comment on fait pour changer les choses? On s'unit, quoi. On met de côté les divisions, les petites divisions, on s'unit sur l'essentiel. Et on essaie d'avancer. Oui. Moi, les Gilets jaunes, j'ai vraiment vu des villages gaulois, quoi. Ouais. À la fois très combatifs, très enthousiastes, et en même temps, dès qu'il y a un derby, dès qu'il y a deux villages un peu trop proches, ça se rentre dedans à la première occasion. Et puis, comme il n'y avait pas de Vercingétorix, il n'y a pas eu d'Alésia, quoi. Voilà. Bien sûr qu'il faut s'unir, et il semble cartésien de le faire pour promouvoir par tous les moyens légaux la seule revendication qui mettrait fin à notre impuissance politique. Que les citoyens bénéficient eux aussi, comme le président et les parlementaires, de l'initiative de la révision de la Constitution. C'est à inscrire dans le marbre par un article 89 modifié. Le système politique français, les institutions, la loi, le choix des élites administratives et politiques résultent d'un calcul politique, celui des classes dominantes, qui a mis la main sur l'État, sur les esprits, via les médias, et qui organise toutes les décisions en fonction de l'intérêt des classes dominantes. Point. Monsieur Nikonov, pendant les années où vous étiez président d'Attac, vous avez pendant 6 ans refusé qu'une motion « Agir pour le RIC » soit inscrite à l'ordre du jour de son Assemblée générale annuelle. Quand elle a fini par l'être en 2004, cette motion a obtenu la bagatelle de 90% de oui, prouvant votre clairvoyance en la matière. Mais vous n'en avez tenu aucun compte, notamment pendant la campagne de 2005 pour le non au traité constitutionnel européen, lors de vos passages à la télé, où il était pourtant facile de dénoncer les modalités de l'initiative citoyenne européenne, complètement grotesques, et de défendre un véritable RIC européen. Par la suite, vous avez continué à traiter par le mépris la volonté pro-RIC exprimée par 90% de l'Assemblée générale. Monsieur Nikonov, la situation politique que vous décrivez est juste, mais une simple révision constitutionnelle suffirait à y mettre fin. Clara Heger fera tout pour le faire savoir. Merci de partager cette vidéo. Vous retrouverez en description de la vidéo un lien vers un formulaire qui vous permettra de vous engager à venir manifester pour le RIC. L'investissement personnel demandé est minime, 4 heures par mois, au regard de l'immense bénéfice escompté, mettre fin et définitivement à l'impuissance politique des citoyens. Rejoignez-nous et faites-le savoir, à bientôt.